Ce qu'on ressent, du bien-être, un grand calme, une grande détente. L'hypnose, l'état hypnotique est un état très très agréable. On se sent tellement bien que qu'on trouve toujours le temps de la séance trop court et on regrette de devoir revenir de ces voyages à l'intérieur de nous. Ben, la plupart du temps, c'est exactement comme si une partie de vous restait là, hein, sur le divan, pendant qu'une autre partie de vous allait gambader dans un autre univers, un autre état de conscience. Et à la fin de la séance, vous pouvez vous souvenir de tout ce qui s'est passé, ou bien seulement d'une partie. Il y a très peu de cas d'amnésie totale. C'est très rare. Mais non, pas du tout, pas du tout. Nous avons tous en nous une espèce de gardien, voilà, qui veille sur notre libre arbitre, notre morale, nos valeurs. Et si le thérapeute vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de votre morale, vous ne le ferez pas. Ou alors, vous sortirez de l'état d'hypnose. Vous savez, quand on est dans cet état-là, on peut réaliser des choses réellement prodigieuses, mais on ne nous fera pas faire quelque chose que nous ne voudrions pas faire. En revanche, l'hypnose va vous permettre de réaliser des choses que vous ne pouviez pas réaliser auparavant, ou bien, s'il s'agit de la parole, d'exprimer des choses que vous ne pouviez pas exprimer auparavant. Ça dépend beaucoup des approches, ça dépend des praticiens, c'est très variable. Une demi-heure, 45 minutes, parfois beaucoup plus quand on utilise des techniques d'hypnose profonde. Mais en fait, je voudrais dire que, au bout du compte, peu importe la durée, parce qu'on peut obtenir autant de résultats en 10 minutes qu'en 3 quarts d'heure. Ben, il y a plusieurs façons d'utiliser l'hypnose, hein. Bon, d'abord, il y a une hypnose dans laquelle le patient reste tout le temps, a priori, passif. Je veux dire par là que c'est le thérapeute qui parle, qui apporte des informations, des suggestions, des messages, des métaphores. J'aime bien dire le patient, c'est le jardin, moi, je suis le jardinier. Pas forcément. Parfois oui et parfois non. Il y a des techniques hypnotiques dans lesquelles le thérapeute euh, interroge la personne, ou du moins interroge son inconscient, hein, et où nous partons à la recherche d'informations qui vont lui permettre de progresser, de trouver des solutions, de surmonter des obstacles. Il y a aussi une hypnose beaucoup plus ludique dans laquelle le praticien laisse à l'imaginaire du patient la bride sur le coup. C'est un outil particulièrement efficace d'évolution personnelle et que les enfants et les jeunes adolescents aiment énormément. Bon, alors là, il faut être très clair. D'abord, l'hypnose est naturellement régressive. Il n'y a pas une hypnose qui serait régressive. Elle l'est par essence. Après qu'on utilise son caractère naturellement régressif dans un but précis, ça, c'est une autre histoire. Quand on l'utilise dans un but précis, c'est un outil essentiel du champ de la traumatologie psychique. Voilà.
Et d'ailleurs, ce côté régressif fait partie intégrante des outils de ce qu'on appelle l'hypnoanalyse. C'est une forme d'hypnose qui est active, une des plus actives. Et on a recours à elle lorsque la difficulté qui est rencontrée aujourd'hui par le patient ou le symptôme semble pour lui être l'écho d'un événement passé, la conséquence d'un événement passé ou de plusieurs événements. Alors dans ce cas, le fait de remettre en parallèle le symptôme et l'événement qui lui a donné naissance va en quelque sorte rendre le symptôme inutile et le faire chuter. Alors c'est ce que je viens de dire est bien évidemment un résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypnose est naturellement régressive, qu'il n'existe pas une technique qui serait plus particulièrement régressive, mais qu'on va s'appuyer sur cette possibilité de l'hypnose dans certains cas particuliers, quand on a un objectif en relation avec l'histoire du patient. L'hypnose sèche, c'est l'utilisation de l'état hypnotique lui-même et non pas l'utilisation des suggestions que formule le thérapeute tout au long de la séance pour permettre au patient de trouver une solution à sa difficulté. Il faut bien comprendre que l'état hypnotique en lui-même est profondément réparateur. C'est un état reconstructeur. C'est un peu comme si l'inconscient profitait du temps qui lui est donné dans cet autre état de conscience pour reconstituer un puzzle dont les pièces auraient été éparpillées. Alors pour moi, c'est l'hypnose la plus belle, la plus pure, parce que c'est la moins influente. Le problème, c'est qu'il existe très peu de praticiens qui savent utiliser cette approche. Elle nous vient des pays de l'Est. Elle a été pratiquée depuis les années 1950, notamment dans les addictions à l'alcool. Et il est possible de la rendre aujourd'hui beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était il y a 50 ou 60 ans. Le problème, c'est que si on veut réellement utiliser l'hypnose sèche dans toute son envergure, il faut un environnement particulier qui n'est que très rarement l'environnement d'un praticien en hypnose. Sauf dans quelques cas très précis, on ne le sait pas. Vous êtes un individu unique et votre thérapie sera donc unique. Ceci dit, par rapport à la plupart des approches thérapeutiques, l'hypnose est unanimement reconnue comme une thérapie brève. Alors on va dire, mais vraiment à la louche, une thérapie symptomatique peut durer de 1 à 8 séances, alors qu'une hypnoanalyse va durer de quelques mois à plusieurs années. Ça, c'est une vieille idée, une vieille idée reçue de croire que l'hypnose ne marche pas sur tout le monde. Il y a une toute petite partie de la population dont on va dire qu'elle n'est pas perméable à la suggestion, et ça peut s'expliquer, même si c'est un peu long. La plupart du temps, ces personnes ne persévèrent pas au-delà de 2 ou 3 séances. On va dire que leur imperméabilité est une protection. Et tant qu'elles ne sont pas prêtes à travailler sur cette protection, il est inutile d'insister. Mais encore une fois, là je parle vraiment d'une infime minorité. Pour les autres, je crois simplement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous sommes prêts pour le changement, et il y a un temps où nous croyons que nous sommes prêts. Or, si vous croyez seulement que vous êtes prêt et que vous ne l'êtes pas réellement, eh bien vous pourrez choisir n'importe quelle approche thérapeutique, n'importe laquelle, vous n'obtiendrez pas les résultats espérés. Ça signifie que si
on arrête sa thérapie par hypnose, ça n'est pas parce que l'hypnose ne marche pas, c'est parce que le temps du changement n'est pas encore venu et qu'une partie de nous a besoin du symptôme. Voilà, ça peut peut-être choquer certains d'entre vous, mais c'est ainsi. Il faut accepter de parler des résistances au changement, résistances qui sont parfois très fortes, malgré le fait de prendre un rendez-vous et de se rendre au cabinet du médecin ou du psychothérapeute. Non, ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. L'hypnose est une technique. Et comme n'importe quelle technique, elle peut s'apprendre. Après, ce qui fait la différence entre plusieurs personnes qui auraient appris la technique, c'est, euh, on va dire, le talent. Hein. Mais c'est la même chose pour tous les apprentissages. Sur 10 personnes qui auront appris à jouer du piano, il y en aura très peu qui joueront de cet instrument avec un réel talent. Ben, c'est pareil pour l'hypnose. Hein. Non, c'est encore faux. C'est faux. Comme dans beaucoup d'autres thérapies, le praticien peut effectivement s'attacher à faire disparaître ou estomper un symptôme, mais il peut aussi rechercher avec le patient les raisons, la plupart du temps inconscientes, qui ont donné naissance à ce symptôme. Alors dans le premier cas, eh bien, le praticien va utiliser purement et simplement l'outil de la suggestion. Et dans le deuxième cas, il va proposer au patient d'entamer une hypnoanalyse parce qu'il n'est pas forcément bénéfique pour tout le monde de faire disparaître un symptôme. Non, c'est encore faux. Tout ça, ce sont des idées reçues, des vieilles lunes. L'objectif d'une thérapie par hypnose n'est pas forcément de guérir de quelque chose. Vous avez certaines personnes qui sont poussées par un désir d'évolution personnelle. On peut ne connaître aucun problème particulier, ni physique, ni psychologique, ni relationnel, mais simplement avoir envie de mieux se connaître pour faire davantage de sa vie. Et dans ce cas précis, une hypnoanalyse permet de comprendre qui nous sommes, pour quelles raisons nous sommes devenus celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, en nous dévoilant, si vous voulez, leur origine véritable. Elle va éclairer d'un jour complètement nouveau nos penchants, nos attirances, nos répugnances, nos peurs, notre comportement familial, affectif, social. C'est un travail qui va souligner les raisons de nos échecs ou de nos réussites et qui nous permet de cette façon de progresser. Euh, on voit souvent l'hypnose comme un outil de guérison ou de changement, mais c'est aussi et avant tout un outil de progrès. Non, non, il y a hypnotiseur, il y a hypnothérapeute, il y a hypnoanalyste. L'hypnotiseur fait du musical et l'hypnothérapeute fait de la thérapie, essentiellement symptomatique. Quant au troisième, l'hypnoanalyste, il fait de la thérapie analytique en s'appuyant sur l'hypnose. Euh, Par ailleurs, l'hypnothérapeute soigne effectivement, la plupart du temps, des maladies, on va dire, des troubles, c'est-à-dire qu'il intervient sur des symptômes. Alors que l'hypnoanalyste, lui, s'intéresse à des malades, à des patients, à des individus toujours uniques, singuliers, ce qui est fondamentalement différent. Hein. C'est un peu toute la différence entre la médecine allopathique et la médecine homéopathique. Ça signifie que l'hypnoanalyse doit faire preuve d'une grande souplesse, d'une grande capacité d'écoute pour s'adapter à la personne qui est en face de lui, aussi bien pour induire un état d'hypnose que pour exploiter cet état d'hypnose. Il va donc utiliser des méthodes différentes en harmonie avec cette personne spécifiquement. Donc
vous voyez, dans certains cas, il peut y avoir des standards, des protocoles, quand on travaille sur des symptômes, mais dès qu'on travaille sur le fond, alors on pourrait dire que chaque patient va vivre une thérapie unique. C'est encore et toujours faux. Euh, D'abord, un peu de logique, hein. Ceux qui n'y croient pas n'iront probablement jamais voir un hypnothérapeute, ou alors ça va pas bien. Ils sont incohérents avec eux-mêmes. Donc je vois franchement pas l'utilité de débattre d'une question aussi stérile. Si vous ne croyez pas à l'efficacité de l'acupuncture ou de la psychanalyse, vous n'allez pas aller consulter un acupuncteur ou un psychanalyste. Ce qu'on peut répondre, en revanche, c'est que, comme on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, nous ne sommes pas tous hypnotisables ou perméables. Nous n'entrons pas tous de la même façon dans un état hypnotique. D'où la souplesse dont je parlais il y a un instant, cette souplesse avec laquelle le thérapeute doit s'intéresser à ses patients. Il ne va pas calquer sur chacun d'entre eux un protocole standard. Il y a quantité de moyens de permettre à quelqu'un d'entrer dans un état de conscience modifié, que ce soit à des fins thérapeutiques ou simplement pour se détendre ou dans un but d'évolution personnelle. Ce qu'il faut trouver, c'est le moyen qui va convenir à une personne donnée. Oui, oui, bien sûr. Euh, Ça ne signifie pas pour autant que l'on obtient des résultats en claquant des doigts, hein. Néanmoins, le nombre de séances en hypnothérapie n'a rien à voir avec des approches thérapeutiques plus traditionnelles. Euh, Ceci dit, il faut vraiment en finir avec l'idée que l'hypnose pourrait résoudre tout et n'importe quoi en une seule séance. Il y a, pour moi, de très rares cas qui sont justifiables d'une séance unique. Et encore, je tempère ma réponse parce que tout dépend de la structure de l'individu, de la structure au sens analytique, hein, et aussi de la pratique propre à chaque thérapeute. Oui, et aussi comme j'ai dit il y a un instant, de son talent.